Il était une fois un homme nommé Narcisse. Un homme si beau que toutes les jeunes filles et garçons qui l'approchaient tombaient d'amour de sa beauté. Le charme et les avances de ses prétendants n'avaient aucun effet sur le jeune homme. Une de ses prétendantes était une nymphe du nom d'Écho. Écho avait la particularité d'avoir été puni pour avoir aidé Zeus, le roi de l'Olympe, à cacher ses infidélités auprès de sa femme. Écho était condamnée à ne pouvoir répéter que les dernières syllabes des phrases qu'elle entendait. Narcisse, ne pouvant ainsi obtenir d'Écho autre chose qu'une sorte de reflet sonore de ses propres mots, ne trouvant en elle littéralement aucun répondant, l'ignora. L'indifférence de Narcisse la transforma en rocher. C'est sa voix seule qui, désincarnée, subsista jusque dans nos échos aujourd'hui. Les sœurs d'Écho décidèrent de demander à Némésis, déesse de la vengeance, de venger leur sœur pour l'indifférence de Narcisse auprès d'Écho. Némésis décida de punir le jeune homme. Elle le poussa à aimer, mais comme Écho l'aima, sans qu'il ne pût jamais posséder l'objet de son amour. En sa 16e année, elle le poussa à se désaltérer à une source argentée du mont Hélicon. C'est alors que Narcisse, fasciné par l'image que lui renvoyait la surface de l'eau, ne put se détacher de sa propre vue. Il l'aima sans retour jusqu'à la mort et prit racine sous le nom de la fleur blanche, le narcisse. Depuis lors, la fleur de narcisse, selon un cycle immuable, vit au bord de l'eau pendant la belle saison et se fane à l'automne. Ce mythe que nous connaissons tous nous vient tout droit des Métamorphoses écrites par Ovide au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il nous raconte l'histoire d'un homme qui s'aimait à en mourir, un homme qu'on appellerait aujourd'hui un narcissique. Mais quand on cherche la définition du mot narcissique dans le dictionnaire, on trouve l'amour porté à soi-même ou encore l'admiration portée à soi-même. Pourtant, dans le mythe de Narcisse, ce dernier ne sait pas que c'est de son reflet dont il tombe amoureux. Il existe une deuxième version du mythe écrite par Pausanias, et dans celle-ci, Narcisse est totalement amoureux de sa sœur jumelle, et donc pour essayer de la retrouver, car elle est morte, il s'admire dans l'eau. Donc il regarde son reflet et s'admire et donc tombe amoureux de lui. Il existe de nombreuses analyses réalisées sur ce mythe. Donc on va commencer par la plus connue, c'est celle de Thomas More. Dans cette analyse, il met en avant que Narcisse est troublé par sa beauté, mais il ne sait pas que c'est sa beauté. Et donc il cherche à se mettre en avant auprès des autres, sans pour autant être capable de s'engager réellement dans une relation. Donc sa rencontre avec la nymphe Écho, qui lui renvoie seulement la fin de ses phrases, représente le vide qu'il ressent, cette sensation de ne pas être assez bien. Et donc Narcisse découvre enfin que c'est lui qu'il admire et qu'il aime tant dans le reflet. Et donc c'est ce choc-là qui lui permet de réussir à s'aimer lui-même plutôt que de rechercher la reconnaissance de l'extérieur. Donc cette découverte, elle est symbolisée par sa mort et sa transformation qui, selon Thomas More, peut être interprétée comme la mort de l'ego, qui est symbolisée par la mort de Narcisse, et l'épanouissement de soi, qui serait symbolisé par la transformation en fleur. Mais au-delà de ce mythe, il est très important de savoir que le narcissisme est considéré aujourd'hui comme un trouble mental. C'est donc le psychanalyste Havelock Ellis, et oui ce n'est pas facile à prononcer, je vous l'accorde, qui fait rentrer le narcissisme dans le domaine de la psychiatrie pour décrire une forme de fétichisme tourné vers soi-même. C'est donc avec les études de Freud que le narcissisme va devenir une catégorie bien précise de psychiatrie majeure. Dans un premier temps, Freud explique qu'il considère l'homosexualité comme narcissique parce que selon lui, aimer quelqu'un du même sexe que soi-même, c'est aimer une personne qui nous ressemble, donc au final, s'aimer soi-même. Dans un second temps, Freud nous partage une analyse beaucoup plus profonde et part de la naissance d'un individu afin de comprendre comment se forge ce trouble. Donc selon Freud, il existe deux sortes de narcissisme. Le premier, c'est le narcissisme primaire qui nous est propre à chacun dès la naissance. Donc c'est le fruit de l'amour que nous portent nos parents à la naissance, donc on peut voir ça comme la projection narcissique des parents. Et donc Freud nous explique qu'à la naissance, l'enfant n'est pas réellement capable de créer un amour extérieur à lui-même. Donc c'est pour ça que nous naissons tous avec le narcissisme primaire, mais qui s'estompe quand nous grandissons. C'est à partir de ce moment précis qu'apparaît le narcissisme secondaire. Le narcissisme secondaire, c'est le fait de réaliser et de tenir l'équilibre entre l'amour de l'objet et l'amour de soi, lorsque l'enfant comprend que l'extérieur n'est pas lui. Et donc certains d'entre nous restent au narcissisme primaire, et c'est cela qui provoque le trouble du narcissisme.
Le sujet du narcissisme, donc comme on a pu le voir, a énormément évolué au fil des années et au fil des études aussi. Maintenant, il est utilisé à tort et à travers. Et donc ce qu'on peut retenir essentiellement à travers la popularisation de ce trouble, c'est un nouveau trouble qui a émané du narcissisme et dont tout le monde parle, c'est le pervers narcissique. Aujourd'hui, on entend énormément parler des pervers narcissiques dans les séries, dans les livres, dans les films. Mais qu'est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique et surtout, quelle est la différence entre un narcissique et un pervers narcissique ? S'il y a une chose bien importante à savoir à propos des pervers narcissiques, c'est qu'il n'existe pas vraiment de définition scientifique liée à ce concept. Selon le vidéaste Psycho Quack, cela s'apparente plus à une invention marketing. Le terme plus approprié serait celui de trouble narcissique, comme j'ai dit plus tôt, et donc il fait partie des troubles spécifiques de la personnalité du classement international des maladies. Et donc si ce trouble psychologique n'a pas vraiment de définition, il est quand même possible d'en donner une tendance. Et donc le sujet a tendance à se valoriser en dévalorisant autrui. Donc il veut se donner l'apparence d'être supérieur aux autres en manipulant ses pairs. De plus, quelques éléments peuvent nous aider à définir ce trouble. La communication floue, la jalousie excessive, l'incapacité à reconnaître sa responsabilité ou encore les besoins d'autrui. Enfin, la personne en question va toujours chercher à avoir du succès et forcément il y a des risques qui sont liés à cette pathologie. La drogue, l'alcool, la dépression, les difficultés relationnelles, voire le suicide. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de comportement, mais ça ne suffit pas à définir qu'il est un pervers narcissique. Pour vous donner des exemples précis et auxquels vous pourrez aller jeter un coup d'œil, il y a diverses représentations du pervers narcissique qui ont été faites. Donc parmi celles-là, on a le portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde. Le protagoniste, Dorian Gray, refuse de vieillir et ce syndrome s'apparente à ce qui est le narcissisme. Et donc c'est la volonté de rester dominant, notamment par son apparence physique. Donc si le pervers narcissique n'est pas une réalité à proprement parler, les éléments utilisés permettent de faire la connexion avec d'autres pathologies. Mais toutes ces remarques nous amènent à une question. Quel est le lien entre le narcissisme et nous ? Notre société et notre image d'aujourd'hui. Et évidemment, le lien ici, c'est les réseaux sociaux. À vouloir montrer notre image, notre vie sous un plus bel angle, toujours flatteur pour nous, de préférence, ce serait pas un peu du narcissisme ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à laisser des commentaires auxquels on pourra y répondre dans une prochaine vidéo. Salut!